sur du Warhammer Stormcast Eternal. Excusez-moi, comme je suis un peu à la bourre, et ben je me retrouve à faire le truc en même temps. Boum, boum, boum. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Ah d'accord, ok. Ah, ça fonctionne comme ça, d'accord, je comprends un petit peu l'affichage de la page web. D'accord. Voilà, attendez. Stormcast Eternal, suite et fin de l'analyse du Battle Tom. Voilà. Et on va copier ça dans le petit message de notification live. Hop là. Mettre à jour les infos. Est-ce que ça a bien mis à jour les infos? Ok, si c'est bon, absolument, tout va bien. Tout va bien. Je vais lancer le live sur mon téléphone pour pouvoir avoir éventuellement les messages des gens. Hop là. Boum, boum. Je suis en live. Est-ce que tu veux bien? Voilà. Voilà. La connexion est faite. Bon, bah ça y est. Alors, on est sur, cette fois-ci, donc bien une page web. Je vais vous mettre un petit accompagnement sonore. Ce soir, une fois n'est pas coutume, on va pas prendre une musique qui est sur mon ordinateur, mais je vais vous proposer de découvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Serveur Archive, parce que c'est une chaîne YouTube qui a malheureusement été supprimée en mars ou mai dernier. C'est une chaîne YouTube qui avant s'appelait Serveur tout court. C'est un garçon qui prend des morceaux de films, de séries, d'animés très majoritairement, pour faire des compositions, des arrangements musicaux. Lui, il n'apporte quasiment pas de touches, il ne fait pas de modifications à proprement parler, mais il fait des arrangements, il fait en sorte en fait d'associer les musiques entre elles, parfois même de faire quelques boucles au niveau de certains sons pour pouvoir les allonger, leur donner un peu de sens. Et donc je vous propose par exemple d'aller sur l'une de ces playlists les plus connues, mais aussi celle qui permet vraiment le mieux, je trouve, de découvrir son travail, qui s'appelle donc la playlist Anime Symphony. Et voilà, on va aller... je vais juste mettre comme ça la musique. Je vais baisser mon retour dans les oreilles. Est-ce que le son, il est comment pour vous, le son? Je vais juste me permettre de vérifier le retour sonore sur mon téléphone. Et voilà. Je suis désolé, j'ai un peu du mal à charger les choses comme il faut sur mon téléphone. Du coup, ça... Donnez-moi 30 secondes. Je vous promets 30 secondes. C'est juste que je veux pas que vous soyez assourdis par... Non, mais si, je pense que c'est bon. Au pire... Non, j'en sais rien, je voudrais vraiment pas faire de bêtises. Ok, parfait. Merci beaucoup, Fangrim, pour le retour. Alors, hop là, je coupe le son, pardon, de mon téléphone. On est bon. Je vais couper mon son dans mes oreilles. Parfait. Bon, bah, je vous remercie. On va pouvoir se lancer
on va pouvoir se lancer directement sur les Stormcast Eternal et directement sur la suite et la fin du coup de notre analyse du Battle Tome. La dernière fois, on avait parlé de leurs objets magiques et de leurs traits de monture et de leurs sorts, etc. Et j'avais volontairement laissé de côté ce qui pourrait sembler comme étant une grosse partie du BT, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les Storm Hosts, mais on va résumer ça par leur clan, hein, les fratries, les sororités si vous voulez, et on va dire les clans. Et également du coup les bataillons, hein, et pourtant c'est quelque chose qui est primordial lorsqu'on conçoit une armée, mais je les ai volontairement mis de côté pour cette soirée. Donc, alors, ce que je vous propose ce soir, c'est donc de voir chacune de ces fratries, de ces Storm Hosts, de ces clans, et de vous proposer à chaque fois une liste d'armées qui va correspondre, si vous voulez, à leur lore, à chacune, et pour autant vous proposer une liste d'armées qui, je l'espère, en tout cas sur le papier, dans la théorie, est une liste viable. Donc, alors, là, vous constatez immédiatement que ce sont des listes d'armées qui sont faites sur Excel, parce que je suis un vieux de la vieille. Je préfère faire mes listes sur Excel pour des raisons très très simples. La première, c'est que je trouve que, comme on l'a pu voir par le passé, Gamersoft n'est pas au top au niveau de ses mises à jour, au niveau de ses applis web. On a vu la dernière fois que certains de leurs PDF ne sont pas à jour pour certaines unités. Ça m'a joué des tours, notamment en ce qui concerne les prosecutors. Il a fallu que je mette à jour mon information. Et alors, est-ce que ce sont des listes qui sont viables club tournoi? Dans l'idée, oui, absolument. Parce que je suis parti du principe que c'était des listes donc en format 1000 points et 2000 points. Ce sont des listes qui sont faites pour la partie égale. Parce que de toute façon, sinon, si j'étais parti sur un principe de jeu libre ou de jeu ou de partie scénarisée, à ce moment-là, effectivement, on respecterait le lore, mais on pourrait poser absolument n'importe quoi sur la table et finalement ne pas permettre une interaction avec un autre joueur, et c'est ce qui est un peu dommage. Ce serait dommage, je pense. Du coup, le principe, c'est donc pour moi de vous proposer une liste qui est, dans la théorie, viable en 2000 points. Alors c'est sûr, je pense de façon assez évidente que vous ne gagnerez pas un tournoi avec. Par contre, je pense que ce sont des armées qui vous permettent un jeu stratégique logique, qui fasse du sens, et surtout qui, par rapport, confronté à une liste, entre guillemets, pas optimisée pour la gagne, mais une liste... logiquement équilibrées, on va dire, je pense que pour autant, elles ne seront pas stupides. Après, à voir vraiment, hein, parce que c'est sur le papier. C'est mon opinion sur le papier. Donc, alors, je vais commencer à chaque fois par vous donner un petit peu de lore sur chacune des fratries pour justifier la façon dont j'ai pensé et conçu l'armée. Donc allons-y. Hammer of Sigmar. Les Hammer of Sigmar sont les parangons des hostes de Sigmar, la pointe du divin Stormbolt. Lorsque le dieu roi mène ses campagnes, ses guerriers dorés ouvrent la voie, donnant tout ce qu'il y a pour la victoire, car ils ne seraient échoués. Les Hammer of Sigmar sont devenus des vétérans de la guerre du dieu roi contre les ténèbres, et ils n'ont peur de rien, hormis l'ombre de leur propre échec. Premier Storm Host dépêché dans les royaumes mortels après la longue attente, leurs victoires sont nombreuses et amplement chroniquées, mais chacune fut coûteuse. Des dizaines de milliers d'entre eux sont morts au fil des ans pour être métamorphosés et renvoyés au combat, parfois pour servir de renfort dans les dernières étapes des guerres où ils périrent. Certains inconnus tant de métamorphoses qu'ils perdent ce qui les définissait et deviennent davantage des armes vivantes que des hommes et des femmes. Ces années de guerre constante ont prélevé leurs tribus parmi les Stormcast Eternal, mais elles les ont aussi transformées en une redoutable force combattante. Les conclaves rédempteurs sont si nombreux que si l'un venait à être détruit, un autre prendrait immédiatement sa place et frapperait depuis les cieux en un clin d'œil. Armé de la célèbre lame des dieux, le plus grand champion de la chambre est quasiment invincible et galvanisé par le cri de guerre de leur commandant. Les Hammer of Sigmar combattent malgré les plus graves blessures. Unis sur le champ de bataille, les Hammer of Sigmar hésitent rarement, même face à des adversaires effrayants, car l'échec est le seul ennemi qu'ils redoutent. Alors, qu'est-ce qui caractérise les Stormcast, les Hammer of Sigmar spécifiquement, c'est
au niveau de leurs aptitudes, c'est leur résistance à la bravoure naturelle. Donc voilà, leur aptitude de base, c'est ajouter 1 à la caractéristique de bravoure des unités Hammer of Sigmar, amis. C'est bien. C'est bien pour une raison toute simple, c'est que ils ont une aptitude de commandement qui est assez intéressante, qui est la possibilité de pouvoir ramener à la vie sur un 5+, une unité de rédempteurs. Donc les rédempteurs, ce sont soit les libérators, soit les séquitors. Et le souci, c'est que... c'est sur du 5+, hein, donc c'est pas évident. Personnellement, moi, je trouve que c'est un peu dommage, j'aurais préféré que ce soit sur du 4+, je trouve que 5+, ça le rend vraiment peu intéressant. Parce que 5+, il me semble que c'est du 65% de chance de réussite, pas 4+, c'est du 50% de chance de réussite. Ça fait une grosse différence. Donc pourquoi c'est bien, je pense, d'avoir le bonus de plus 1 caractéristique en bravoure. On sait que les Stormcast Eternal ont une moyenne de bravoure de 7, bon ça les fait passer à 8, c'est quand même beaucoup plus correct. Le truc c'est que on va avoir besoin, avec cette armée, d'utiliser des points de commandement, d'avoir des points de commandement à disponibilité. C'est mieux si on peut se passer le plus souvent possible d'avoir à... si on peut faire l'économie des aptitudes de commandement génériques, notamment celles qui permettent de protéger une unité lors de la phase de bravoure, eh bien c'est aussi bien de pouvoir bénéficier de ce petit bonus de commandement, de bravoure, pardon. Alors le trait de commandement de l'armée, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle à une unité Hammer of Sigmar entièrement à 9 ou moins de ce général. Sur 6+, cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Bon, c'est un petit feel no pain, c'est toujours pratique. Sachant que vous allez voir que on va mettre notre général avec une escorte assez coûteuse en points, donc on sera content de prendre ce petit feel no pain, sachant qu'en fait, paradoxalement, par rapport aux armées les plus récentes, je pense notamment aux Slave Darkness, qui ont aujourd'hui des capacités d'armure où on peut aisément descendre à 2+, parfois même 1+, et bien les Stormcast Eternal, ils sont souvent pas mal limités à leur armure de 3+, qui à l'époque était très équilibrée. Aujourd'hui, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Alors, artefact de pouvoir, c'est une arme pas très intéressante. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le résultat du jet du touche non modifié d'une attaque effectuée avec la lame divine est 6, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de cette attaque. C'est pas fou, mais au moins c'est équilibré. En général, ce qui est pas fou est plutôt équilibré. Et à l'époque, ça correspondait à un fonctionnement plutôt cohérent par rapport au reste des armées qui existaient. Aujourd'hui, il y a tellement mieux pour beaucoup moins cher. D'ailleurs, en fait, c'est drôle de constater qu'ils ont conservé en fait ce genre de petites règles-là, alors qu'à côté, on a les règles qui concernent les sacro-saintes, où on a vu en fait d'unités qui sont supposées être équivalentes l'une à l'autre, les paladins rétributeurs, et à côté on a les évocateurs, et il y a une différence, un tel gap, un tel gouffre de puissance. Bon, je vais arrêter de partir à chaque fois trop loin dans mes élucubrations, parce que à chaque fois c'est ce qui me fait passer d'une vidéo qui devrait durer 1h30 à une vidéo qui dure 3 heures. Donc, alors, voilà comment j'ai pensé le fonctionnement. Histoire de conception de l'armée. Les Hammer of Sigmar est le premier Stormhost qui a été déployé au retour de Sigmar. L'idée est donc de faire vivre le concept de la première chambre d'assaut. On veut donc jouer les 3 unités symboliques de la chambre d'assaut, qui sont les Libérators, les Judicators et les Prosecutors. Notre armée sera dirigée par le premier des héros à avoir commandé les Hammer of Sigmar sur le champ de bataille, Vandus Hammerhand. Pourquoi j'ai choisi Vandus Hammerhand? Pour une raison toute simple, c'est que tous les héros nommés du Battle Tome sont affiliés au Hammer of Sigmar. J'allais pas vous déployer tous les héros nommés des Hammer of Sigmar dans cette liste d'armées, ce serait pas cohérent, et en plus ce serait pas du tout viable sur le champ de bataille. L'idée c'est de pouvoir représenter un petit peu ce qui était la première version de l'armée des Hammer of Sigmar avant leurs multiples remétamorphoses et l'arrivée de plus en plus de sacro-saintes dans l'armée. Là, ils le disent bien, leur conclave rédempteur est le plus nombreux, c'est qu'ils ont donc pas mal de libérateurs dans l'armée, on va essayer de mettre ça en valeur. Alors, notre armée sera dirigée donc par Vandus Hammerhand. On utilise le bataillon Seigneur de l'Orage. Pourquoi? Donc le bataillon Seigneur de l'Orage, c'est le bataillon qui permet d'aligner plein de
héros, on va dire, des héros lambda, des héros de la première version des Stormcast Eternal. Donc le concept, c'est de devoir ajouter un Lord Célestant, donc le nom est en gras dans le Battle Tome. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit en gras? Ça veut dire que on fait attention aux mots-clés. Et donc, Vandus Hammerhand est un Lord Célestant. Il a le mot-clé Lord Célestant. Donc c'est cool, on peut le mettre, il rentre dans le bataillon. Ensuite, il nous faudra un Lord Relictor. Lord Relictor, je rappelle, c'est un prêtre. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il a un mouvement de 4. Sinon, c'est une figurine qui est tout à fait, elle, esthétiquement hyper sympa, et qui a des stats tout à fait correctes. Mais en général, les héros Stormcast Eternal ont des stats plutôt équilibrés, plutôt corrects. On pourrait presque leur reprocher de ne pas être suffisamment optimisés, même d'ailleurs. On peut avoir de 0 à l'unité de Gryph-hound, on va pas la prendre, l'unité de Gryph-hound, on va s'en passer, parce qu'en fait, c'est une unité qui est hyper intéressante, mais je trouve qu'à 120 points, les 6 figurines, c'est un peu cher. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une unité qui devrait plutôt tourner entre 90 et 100 points pour pouvoir être viable dans une armée. Aujourd'hui, à 120 points, à chaque fois, la question se pose, et quand on la met en comparaison avec d'autres unités, elle perd la comparaison, malheureusement. Donc, j'ai cherché plusieurs fois à essayer de la positionner dans une des listes. Malheureusement, ce soir, elle fait partie de l'une des rares unités qui ne sera pas mise en valeur dans les listes que je vous propose. Après, sachez que très souvent dans les listes que je vous propose des alternatives d'unités en disant, bah voilà, là on est parti sur une liste qui va être qui va respecter le lore de l'armée. Si vous voulez une liste qui soit un peu plus optimisée, un peu plus forte, un peu plus viable, on peut changer ça. On va sortir du lore, mais on va remplacer cette unité-là par une autre qui sera plus forte. Très souvent, il va s'agir en fait tout simplement de changer une unité de la chambre d'assaut, une unité conventionnelle des Stormcast Eternal, par une unité qui vient de la chambre sacro-sainte. Alors déjà, comme je parle déjà tout de suite non-stop sans m'arrêter, je vais boire un peu. Voilà. Ensuite, il nous faut dans la charte de bataillon des Seigneurs de l'Orage, il nous faut donc un Lord Castellan ou un Lord Veritan. L'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, on peut en avoir jusqu'à 4. Donc de toute façon, on est dans une liste d'armée à 2000 points, on est limité à 6 héros. Donc de toute façon, pour pouvoir faire fonctionner ce bataillon, on n'a pas le choix, on peut prendre qu'un seul Castellan ou Lord Veritan. Là, en l'occurrence, vous verrez, j'ai pris un Lord Veritan. J'ai pris un Lord Veritan, pas parce que ça fait spécifiquement un deuxième prêtre, pas pour ça. Tout simplement parce qu'en fait il coûte un peu moins cher, il coûte 10 points de moins que le Lord Castellan. Le Lord Castellan coûte 120, le Lord Veritan coûte 110, mais aussi notamment parce que on est dans une armée là où on va manquer de contre à la magie. On est dans une première version, une première itération des Hammer of Sigmar, il n'y a quasiment pas de sacro-sainte, du coup on va manquer de résistance à la magie. Le Lord Veritan a ça pour lui qui peut contrer la magie même si c'est un prêtre. Enfin, on est obligé de prendre trois autres héros parmi les Knight Heraldor, Knight Vexilor, Knight Azyros et Knight Venator. Qu'est-ce que ça nous fait de pouvoir jouer les Seigneurs de l'Orage? Seigneurs de l'Orage, leur aptitude est toute simple. Commandant de l'Orage, au début de votre phase des héros, si n'importe lequel de ces héros de ce bataillon est sur le champ de bataille, donc même il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul, jetez un dé, sur 4+, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Bah, c'est tout simple, voilà, on a 5 tours dans une partie, vous avez en moyenne, au minimum, de 2 à 3 points de commandement que vous allez pouvoir récupérer pour votre armée, et ce sera la seule manière de pouvoir récupérer des points de commandement en plus de ceux qui sont naturellement gagnés par les règles de jeu. Ce sera votre générateur de points de commandement bonus. Alors où est-ce que j'en étais dans mes explications? Alors pourquoi donc je vous propose d'utiliser le bataillon Seigneur de l'Orage? Parce que, donc, on présente une version d'état-major d'armée typique dans le fonctionnement d'une armée Stormcast Eternal. Et c'est aussi ce qui sont censés représenter les Hammer of Sigmar. C'est l'armée typique des Stormcast. Un petit peu comme... Alors, je sais pas si ça a évolué aujourd'hui, parce que je me suis plus trop intéressé au lore depuis 4-5 ans, mais à l'époque, il y a 10 ans, quand je m'y intéressais, c'était l'image que donnaient les... Ultramarines pour les Space Marines dans Warhammer 40 000. Je ne sais pas s'ils ont toujours cette image-là aujourd'hui, mais c'était, si vous voulez, les parangons, ceux qui suivaient à la lettre le fonctionnement, les écrits, la bonne armée typique
des Space Marines, c'était les Ultramarines. Et ben les Hammer of Sigmar, c'est la même chose. Tout simplement, la bonne armée typique de Stormcast Eternal, ce sont les Hammer of Sigmar. Donc je vous ai déjà expliqué qu'on avait besoin d'un bonus de points de commandement pour utiliser l'aptitude de commandement de Vandus Hammeren. Vandus Hammeren, son aptitude de commandement personnel, c'est qu'il rajoute des attaques au corps à corps. Donc pour pouvoir aimer, bien sûr il l'utilise que pour des unités qui sont de type Hammer of Sigmar, mais c'est pas grave, là, toutes nos troupes auront le tag Hammer of Sigmar. Et ensuite, on veut, au moment où on en aura besoin, pouvoir ressusciter les Libérators qu'on aura dans notre armée, puisque du coup, effectivement, là, je vais focus l'armée sur des Libérators pour le style Rédempteur, et pas sur des Séquitors. Donc voilà, l'armée étant sur un thème agressif, on va jouer un Lord Veritan et non un Lord Castellan. C'est vrai que le Lord Veritan est un style de jeu et des caractéristiques qui sont plus agressifs que celles du Lord Castellan. Et en plus, son aptitude à contrer la magie va nous être très utile parce que les premières chambres d'assaut n'ont pas de sorciers, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et enfin, comme les Hammer of Sigmar ont la faveur de Dracotion et disposent de la chambre extrémiste la plus développée, on va faire escorter Vandus Hammerend par de la Dracosian Guard, plutôt que de l'équilibrer avec de la Sacro-Sainte. Mais je vous proposerai plus tard une façon de jouer l'armée avec un petit peu de Sacro-Sainte. Donc aujourd'hui, je vous propose une liste à 1980 points. Donc effectivement, si vous souhaitez remplacer le Lord Veritan qui est ici, qui coûte 110 points, par un Lord Castellan à 120 points, c'est tout à fait possible. Hein. Vous avez, la marge de points disponible pour le faire. Par contre, vous allez effectivement perdre votre seule possibilité de contrer la magie dans votre armée à 2000 points. Alors, le socle de base de votre armée, c'est l'aile d'avant-garde. L'aile d'avant-garde, c'est une des listes d'armées, un des bataillons, de base de la chambre d'assaut, l'aile d'avant-garde. Il faut donc 3 unités de Prosecutor, une unité de Liberator et une unité de Judicator, quelle que soit la quantité de troupes, enfin de figurines dans chaque unité. Quel est le bonus que vous apporte ce bataillon ? Si le jet de touche non modifié d'une attaque est effectué par une unité de Liberator ou de Judicator de ce bataillon qui se trouve à 16 ou moins d'une unité de Prosecutor de ce même bataillon, alors si le jet de touche est le 6, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de cette attaque. C'est quelque chose qui est très fort pour les Judicators, de pouvoir rajouter plus 1 de dégâts puisqu'ils ont déjà une pénétration d'armure de 1. Enfin, c'est une unité qui est viable. Le problème, c'est que les Judicators ne font que 5 tirs par tour. De toute manière, vous n'allez pas pouvoir jouer sur leur nombre d'attaques pour pouvoir vous permettre de dire à chaque fois je vais doubler mes tirs, doubler mes dégâts. Ne comptez pas sur les Judicator pour ça. Par contre, je me suis permis de vous proposer une unité de 10 Liberator. Donc là, ici, je vous ai mis quelques stats. Je vous ai mis les stats à chaque fois au mieux, d'accord ? Au plus fort, au potentiel maximal attendu. Au potentiel complet de l'unité. Donc ça vous fait une unité à 20 points de vie, effectivement ils n'ont pas de tir, par contre ça fait 21 attaques avec un potentiel de 26 dégâts, parce que vous aurez 2 marteaux. Forcément, pour être un peu efficace, on va jouer avec les marteaux et pas avec les épées. Je vous propose de les jouer plutôt en paire de marteaux. Pourquoi je vous propose de les jouer en paire de marteaux ? Tout simplement parce que là effectivement vous allez pouvoir optimiser le concept de faire un 6 pour toucher. Avec la paire de marteaux, si vous faites un 6 pour toucher, vous faites déjà une attaque supplémentaire. C'est ça, c'est la règle des Libérators. Si vous faites un 6 pour toucher, vous faites une attaque supplémentaire. Donc là, on va optimiser la règle grâce à la règle détenteur de l'orage de l'aile d'avant-garde, qui est, si en plus vous faites ce 6, ce double d'attaque que vous allez effectuer, ces attaques vont faire 2 dégâts au lieu de 1. Donc voilà, on optimise un petit peu l'intérêt de ces Libérators pour les rendre... C'est... tout ça. Ah bon, ok, on me confirme que les Ultramarines fonctionnent toujours de la même manière, je vous remercie. Ensuite, vous avez donc 3 unités de Prosecutor. Ce que je vous propose pour un petit peu tester leur fonctionnement, c'est de utiliser les 3 armements possibles, la grande hache, la grande lame et le grand marteau. Alors, sur le papier, la grande hache semble faire moins de dégâts d'attaque que le grand marteau. Effectivement, le grand marteau, ça vous permet de faire 2 attaques avec 2 dégâts chacun,
La grande hache, c'est pas le cas. Mais la grande hache, vous savez, elle a cette règle qui est tout ce qui va rencontrer en contact avec la figurine va vous permettre de rajouter des dégâts de touche. Pas du tout, pardon, je vous dis une bêtise. C'est le nombre de figurines en contact avec votre grande hache, c'est le nombre d'attaques que vous pouvez effectuer avec. Je vais juste me permettre de vérifier une seconde si le Prosecutor, si la grande hache a bien une portée de 2. Non, la grande hache du Prosecutor volant n'a pas une portée de 2. C'est quelque chose qui est pour les décimators, donc leur équivalent paladin à pied. Eux, ils ont une portée de 2. Et ce qui est bien pratique. Ce n'est pas le cas pour les Prosecutors, ils n'ont pas une portée de 2. Alors, ensuite, on va rajouter notre troisième ligne avec des 5 Judicators. Donc voilà, je les ai identifiés en troupes libres. Je vous ai également spécifié les Judicators, on les joue avec des arcs, on les joue pas avec des arbalètes, quitte à poser des unités, il faut qu'elles soient efficaces sur le champ de bataille. Donc on joue pas les arbalètes, bien entendu. Ensuite, pour avoir un petit peu de punch à votre armée, je vous propose de jouer 2 Tempestors. 2 Tempestors, c'est de la cavalerie lourde, ce sont 2 Dracosian Guard. Ils vont vous permettre d'accompagner Vandus Amoren. Les Tempestors, ce sont lesquels? Ce sont ceux qui sont équipés d'arbalètes. Je vous ai dit je vous avais parlé de ça dans la vidéo précédente. Non, pas de la vidéo précédente, celle d'encore avant. Les Tempestors, ils ont cette fameuse règle qui est vachement bien. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par des armes à projectiles utilisées par des unités ennemies tant qu'elles sont à 12 ou moins d'un ou plusieurs Tempestors. Aujourd'hui, on a une méta où il y a pas mal de tirs. Vous êtes bien content de pouvoir leur rajouter ce petit malus de 1 pour pouvoir toucher, sachant que les Tempestors n'ont pas besoin de tirer pour imposer ce malus. C'est pas une unité, c'est toutes les unités qui sont proches des Tempestors qui vont subir ce malus. Donc voilà, donc ça c'est vachement bien, c'est très pratique. Et vous avez une unité qui cogne correctement en corps à corps grâce aux différentes aptitudes des Dracotes et qui va pouvoir un petit peu tirer, même si le tir des arbalètes des Tempestors est pas folle. C'est les Dracotes qui vont faire le boulot. Mais au moins ça va accompagner élégamment et intelligemment votre Vandus Amoren qui est lui-même sur un Dracote. Ensuite donc vient votre armée, la dernière partie de votre War Scroll, les Seigneurs de l'Orage, qui vous permet donc de gagner un petit peu de points de commandement. Vous avez Vandus Amoren qui coûte 260 points, c'est un peu un investissement, je suis bien d'accord. Mais il a des stats qui, à l'époque, étaient correctes. Aujourd'hui, quand on voit la puissance des lords, comme ils s'appellent déjà, je les ai eu sur le coin de la bouche toute la journée, des lords d'Arcanum sur Draconline Céleste, on se demande en fait pourquoi. En fait, le jour où ils se sont dit on va créer un Lord d'Arcanum sur Draconline, et tout simplement où ils ont créé le Draconline, je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas pensé à un petit peu améliorer les caractéristiques du Dracote et mettre le Lord d'Arcanum sur le Dracote? Pourquoi créer une énième monture pour les Stormcast? Bon bref, écoutez, c'est comme ça, ils l'ont fait. Donc on a notre Lord Relictor qui est un prêtre, il coûte 100 points, au moins c'est ça, parce que Lord Relictor c'est vraiment quelque chose qui nous est imposé, on n'a pas du tout le choix pour pouvoir le prendre, au moins il coûte pas trop cher. On a notre fameux Lord Veritan, qui est notre prêtre et qui a la capacité de porter une lanterne. Je le spécifie parce que la lanterne, c'est un objet magique spécifique qui n'est accessible qu'à lui et qu'au Lord Castellan, et également au Lord Azyros, au Knight Azyros, qui est... donc là, du coup, on en a un ici, qui est un des héros aussi... un héros qui est populaire, et pourtant que personnellement je joue très très peu. Mais ici on va le jouer, et on a le Knight Vexillor. Le Knight Vexillor, c'est le fameux porteur de totem de bannière, qui a du coup lui aussi accès à un type d'objet magique très particulier. Donc en fait, on va pouvoir construire notre stratégie autour de tous ces héros, parce que là on a quand même beaucoup de héros. L'intérêt c'est qu'on peut poser tous ces héros en une seule fois, alors qu'en général, les héros, c'est des trucs qu'on a du mal à faire rentrer dans les bataillons, et du coup c'est difficile, et plus on met de héros, plus on va avoir de pauses. Bon là c'est pas le cas, c'est cool. Donc,
Alors, bien sûr, on a la lame des cieux qui est l'objet obligatoire. On va le mettre sur le Lord Veritan, puisque comme ça, on a au moins le Lord Veritan, on lui rajoute un petit peu de punch au corps à corps. Mais on s'en fout, on n'a pas le choix de le prendre. On va prendre le sort Bénédiction des armes. Enfin, le sort, c'est une prière. Hein. La prière Bénédiction des armes, c'est celle qui permet justement d'ajouter davantage de dégâts quand on fait un 6 pour toucher. Comme ça, donc voilà. Bénédiction des armes, à votre phase de héros, choisissez une unité amie entièrement à 18 ou moins de ce prêtre et jetez un dé. Sur 4+, bon 4+, c'est 50% de chance d'y arriver. Hein. La prière est entendue jusqu'à votre prochaine phase de héros. Chaque jet de touche non modifié de 6 pour une attaque effectuée avec cette unité inflige une touche supplémentaire. Faites un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque unité. Donc là, on se dessine un combo. L'objectif, du coup, ça va être effectivement que votre Lord Veritan suive vos 10 Libérators qui sont équipés d'armes à deux mains. Donc en fait, l'objectif, c'est que à chaque fois que vous allez faire un 6 avec vos 10 Libérators, et ben, au lieu de faire une attaque, ils en feront 3, et ces 3 attaques feront 2 dégâts. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller optimiser ce comportement pour vos 10 Libérators, parce que, effectivement, au total, c'est une armée qui donc vous propose d'aligner 37 figurines. 37 figurines, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Mais au moins, on a nos 10 Libérators qui ont un potentiel de démultiplication d'attaque. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc au total, c'est une armée qui représente 86 points de vie sur la table. 86 points de vie en général. Moi, personnellement, quand je fais des listes d'armées qui sont un peu plus optimisées, ça me fait pas pour autant gagner des parties, mais c'est quand elles sont plus optimisées, je tourne davantage autour de la centaine de points de vie. Voilà, donc là on a 86 points de vie, c'est 14 points de vie en moins que ce que je trouve une armée plus optimisée capable de tenir. Et puis clairement, un total de 112 attaques pour 151 points de dégâts par tour, au mieux, pour votre armée, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, on peut largement monter, on peut pas doubler, mais au moins monter à 150 touches pour une moyenne de 200 dégâts, c'est déjà beaucoup plus accessible. Voilà, effectivement, sur un scénario avec 6 objectifs, c'est une armée qui est très compliquée à pouvoir jouer. Après, alors, je vais continuer sur le fonctionnement des objets de l'armée. On va prendre les objets magiques. Alors, pardon, excusez-moi. Je m'embrouille. La deuxième prière, on va prendre Translocation. Cette translocation, elle va être portée par l'ordre lector. Translocation, c'est sur un 3+. On prend une unité qui est entièrement à 9 pouces du prêtre et on peut la téléporter et la refaire frapper et la faire en fait directement frapper en profondeur n'importe où sur la table. Je dis frapper en profondeur simplement parce que c'est pour se dire on respecte les règles de la frappe en profondeur. On le fout n'importe où sur la table tant qu'il y en est à 9 pouces d'une unité ennemie. Voilà. Donc l'idée, ça va vraiment être de pouvoir, au moment où on en a besoin, retéléporter une unité qui est à portée du Lord Lector, là où il faut sur le champ de bataille, pouvoir aller prendre un point d'objectif quand il le faudra, sachant qu'on va avoir notre Lord, c'est lequel? C'est le Vexilor, c'est ça, c'est le Lord Vexilor qui est notre totem, et lui, il a sa règle de totem sur lui, et en plus, on peut prendre un autre totem. Attention, hein, le totem, l'objet magique totem, ne remplace pas les règles de totem, les règles de bannière, si vous voulez, qui sont déjà sur le War Scroll du Vexilor. Donc en fait, c'est comme s'il avait 2 totems dans les mains. Le premier totem qu'il a, bien sûr, on va prendre le totem qui lui permet de gratuitement, une fois par partie, téléporter une unité proche de lui. Et donc voilà, donc là on s'assure de pouvoir le faire quand il faudra si jamais la prière ne passe pas. On pourra toujours le faire avec celui-là. Et en plus, on va lui donner l'étendard d'os de liche. L'étendard d'os de liche, c'est quoi? C'est un objet magique qui permet à chaque tour de rendre un point de vie, une blessure, pour chaque unité dans un rayon. Alors c'est quoi? C'est un rayon de 12 pouces, je crois, autour de lui. Ah non, chaque unité a mis entièrement à 9 pouces de lui. En fait,
un point de vie, c'est rien, c'est ridicule. Mais en fait, on va se retrouver avec cette espèce de paquet de Liberator qui va être accompagné de ces héros pour l'optimiser. Et du coup, en fait, on va jamais être à rendre un point de vie à une unité. On va se retrouver avec au minimum 4 unités en permanence ensemble. Et du coup, s'il y a eu des impacts et des blessures qui ont été mises dans ce paquet d'unités, vous allez pouvoir healer chacune de ces unités un petit peu. Donc alors, qu'est-ce que je vous propose pour leur fonctionnement? Donc c'est une armée qui est en 4 pauses. 4 pauses, c'est plutôt bien 4 pauses, hein. C'est plutôt correct. Surtout pour une armée de Stormcast Eternal où en général on a tellement de héros qu'on a envie d'en foutre plein, et du coup c'est difficile de pouvoir de se retrouver avec une armée avec aussi peu de pauses. Donc là on a une armée en 4 pauses. Comment ça fonctionne? Au déploiement, je vous propose de placer les 2 Tempestors. Les 2 Tempestors, ce sont donc vos 2 unités de Dracosian, enfin c'est l'unité de Dracosian Guard. Pourquoi c'est bien de poser cette unité-là? Parce qu'en fait, c'est une unité que, en général, l'adversaire a peu l'habitude de voir sur la table, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une unité qui est optimisée. Elle revient en force parce qu'elle a perdu 30 points avec les profils des batailles rangées de 2020. Elle a perdu 30 points, et c'était vraiment 30 points qu'elle devait perdre, hein, parce qu'elle était injouable avant. Donc, aujourd'hui, c'est une unité, on a 2 mini-dragons, 2 dragons nains qui vont se poser, qui sont donc sur des socles de cavalerie lourde ou de cavalerie monstrueuse, d'ailleurs, j'ai un doute, ils sont sur des socles de cavalerie monstrueuse, donc c'est des gros socles. Donc voilà, en général, quand on pose cette unité-là, en face, on met déjà un peu la pression morale à l'adversaire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le bataillon Seigneur de l'Orage, donc vos héros. Vous allez ajouter Vandus Hammerhand, donc un 3e mini-dragon côte à côte. Vous allez... Lord Relictor caché derrière les Tempestors. Absolument, pardon. Vous allez planquer votre Lord Relictor, donc votre premier prêtre, derrière les Tempestors. Là, on a une situation. C'est que les Tempestors, ils se déplacent, et Vandus Hammerhand, il se déplace à un mouvement de 10. Et votre Lord Relictor, lui, il se déplace avec un mouvement de 4. 4, c'est tout pourri. Mais ce que ça veut dire, c'est en fait qu'il va passer la partie à courir derrière. Mais l'intérêt, c'est que Lord Relictor, lui, sa prière de base qu'il a sur son War Scroll, qu'il peut lancer en plus du sort Translocation, ou d'un autre sort de prière que vous pouviez lui mettre. Je parle de sort à chaque fois par réflexe, mais c'est des prières, on est d'accord? Eh bien, lui, il va rendre à chaque fois des 3 points de vie à chaque phase de héros, et là, vous avez des troupes qui ont plein de points de vie. Hein. Les Tempestors, chaque figurine a 5 points de vie, et Vandus Hammerhand, il a 7 points de vie. Donc là, pouvoir rendre plus qu'un seul point de vie, ça fait sens. Votre Lord Relictor, il va courir derrière votre état-major, enfin, votre général et son escorte, pour les healer en cas de besoin. Ensuite, vous allez mettre votre Knight Venator sur un flanc. Votre Knight Venator, c'est quoi? C'est le héros sniper dont je vous ai parlé, qui est en fait un excellent sniper, tout simplement. C'est une excellente unité de snipe. Il est tellement... en fait, c'est l'un des rares héros optimisés pour un rôle précis chez les Stormcast Eternal, et en l'occurrence, lui, il le fait vraiment très très bien d'être un bon sniper. Donc, vous allez voir qu'il y a des héros, des unités qui reviennent souvent dans mes listes d'armées, et d'autres qui sont jamais là, en l'occurrence le Lord Exorciste, hein, je me suis déjà assez exprimé pour vous dire à quel point c'était un héros qui n'avait que peu d'intérêt. Et bien, en l'occurrence, par contre, le Knight Venator, lui, le sniper volant, trouve grâce à mes yeux, et je le mets quand j'ai 110 points à mettre qui restent, et bien en général, je vais les attribuer au sniper, parce qu'il aura toujours un rôle intéressant. Il sera toujours utile. Il faudrait vraiment se planter et ne pas savoir faire de ses doigts et de ses dés pour ne pas réussir à rentabiliser ce héros. Sur le champ de bataille, il aura toujours quelqu'un sur qui tirer, et il tire tellement bien, il est tellement efficace. Voilà. Donc, mettez votre Knight Venator sur un flanc, quelque part où vous savez que de toute façon, il pourra shooter dès le tour 1 avec sa portée de 30 l'adversaire.
Ensuite, mettez votre Lord Veritan, votre Knight Vexillor et le Knight Azyros dans les cieux. Voilà, vous avez normalement sur le terrain 4 unités. Vous pouvez vous permettre de mettre les 3 suivantes dans les cieux, c'est-à-dire en réserve. Je vous rappelle que le concept que je vous ai présenté la semaine dernière, chez les Tankers Eternal, vous pouvez avoir 50% de vos unités en réserve tant que vous avez les 50% qui sont présents, placés sur le terrain. Donc, pour éviter tout conflit de discussion avec votre adversaire, pote, tout ce que vous voulez, moi je pars du principe que vous posez d'abord une unité sur le terrain et après vous pouvez vous permettre d'en mettre une en réserve. Donc je vais toujours faire attention dans mon déploiement à positionner d'abord les unités qui sont nécessaires sur le terrain pour vous permettre ensuite d'avoir le pourcentage nécessaire d'unités disponibles à mettre en réserve. Ensuite, vous placez votre bataillon d'aile d'avant-garde. Vous allez mettre vos prosécutors. Je vous suggère de mettre une unité de prosécutor avec votre Knight Venator, donc votre sniper, pour le protéger et puis pouvoir vous faire un petit peu de force. Vous permettre en fait de les déplacer les quatre figurines ensemble et en fait, à chaque fois, forcer votre adversaire à voir son regard dessus. C'est des figurines qui vont se déplacer c'est des unités qui vont se déplacer très vite, qui vont déborder ses flancs très très rapidement. Et en fait, il va à chaque fois devoir les prendre en compte, alors que pourtant, vous n'allez pas du tout leur donner pour rôle de le charger au corps à corps. Mais ce sera une épine dans le pied qu'il va devoir systématiquement prendre en compte, comme le fait que vous avez mis pas mal de figurines qui vont être en réserve. Le principe, c'est que du coup, vous allez prendre vos 2 autres unités de prosécutor. Le rôle de ces unités de prosécutor, ça va être de rejoindre vos 10 libérators et vos 5 judicators que vous allez laisser en réserve. Et enfin, les 5 derniers judicators, vous pouvez aussi les laisser en réserve. Le principe, ça va être en fait donc de faire popper en fait le gros de votre armée où vous en aurez besoin au milieu de l'armée adverse et sur le terrain, pour foutre le dawa. Comment j'ai pensé le truc? C'est qu'en fait, le concept, c'est de créer une énorme enclume où vous voulez sur le champ de bataille grâce à votre frappe en profondeur et à vos 10 libérators. Vous allez frapper en profondeur avec vos 10 libérators et les 2 unités de 5 judicators, avec lesquels vous allez rajouter vos 2 unités de prosécutor pour vous assurer d'avoir systématiquement le fameux bonus de plus 1 dégât quand on fait un 6. Vous allez mettre le Lord Veritan avec les libérators. Vous allez mettre le Knight Azyros avec les libérators, ce qui permet de relancer les touches de 1. C'est pour ça que vous pouvez vous permettre de mettre vos libérators en double arme. Avant, avoir une double arme, ça permettait de relancer les touches de 1. Aujourd'hui, ça fait plus d'attaques. Donc l'intérêt, c'est que vous avez plus d'attaques, mais vous allez pouvoir relancer les touches de 1. Ça, c'est cool. Sachant qu'en plus, là, vous allez jouer en double paire de marteaux. Les marteaux, ils touchent sur du 4, donc c'est quand même bien plus intéressant de pouvoir relancer les touches de 1 sur du 4 et de blesser sur du 3, parce que vous allez faire plein d'attaques, que de relancer les touches de 1 sur un jet de 3+, et après devoir se taper un 4+. Ça, ce serait le cas si vous étiez avec des épées. Donc voilà, vous les mettez en marteau, parce que c'est plus optimisé de le jouer comme ça. Ensuite, vous allez ajouter donc votre Knight Vexillor dans tout ce petit monde qui va systématiquement pouvoir healer vos prosécutors, vos héros, votre prêtre et vos libérators. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir des unités qui ont un minimum de 2 points de vie. Remplacer le prévoyeur de chance pour le Knight Azyros afin de... La lanterne de tempête... Ah oui, c'est ça. La lanterne de tempête, c'est l'objet magique que je vous ai pas présenté tout à l'heure. La lanterne de tempête, c'est l'objet spécifique au porteur de lanterne, qui va être donc sur votre Knight Azyros, qui est relancer les jets de touches non modifiés de 6 des attaques d'armes à projectiles qui ciblent les unités Stormcast entièrement à 12 ou moins du porteur. L'idée, c'est de pouvoir rendre votre masse d'unités toujours un peu résistante au tir, parce que effectivement vous risquez de vous faire focus votre enclume. Donc si jamais vous n'êtes pas convaincu
du fait de pouvoir résister, de forcer l'adversaire à relancer ses 6 au tir contre vos troupes, contre cette espèce de rayon de 12 pouces qui va être autour de votre Knight Azyros. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, eh bien, remplacez la lanterne de la tempête par un objet magique qui est très sympa, qui est donc la pierre de chance, qui vous permet, une fois par bataille, de changer le jet de touche par le résultat qui vous intéresse. Alors, un jet de touche, un jet de blessure ou un jet de sauvegarde. Vous faites ça, en fait, vous allez donner la pièce, le truc la pierre de chance à votre Knight Venator, votre sniper, pour pouvoir optimiser son tir qu'il peut faire une fois par bataille, qui s'appelle la flèche astrologienne, qui est donc en fait son tir de sniper qui permet d'atomiser un héros qui a peu de points de vie, qui a 5 points de vie. Et ben en fait, il y a un risque de foirer ce tir, forcément. Et ben vous allez utiliser la pierre de chance pour vous assurer de réussir ce tir, tout simplement. Voilà, donc ça c'est si vous doutez de ça, vous pouvez faire comme ça. Alors, effectivement, on me dit que c'est une stratégie qui n'a pas fonctionné contre Nurgle, c'est tout à fait vrai. Alors, donc l'idée c'est que vous allez positionner votre enclume sur un objectif. Si les objectifs sont assez proches, vous pouvez même essayer de tenir 2 objectifs simultanément avec votre grosse enclume. Et enfin, vous avez vos 2 marteaux. Alors là, j'ai marqué 9 prosécuteurs. Pardon, pas du tout. Il a avec ces 3 prosécuteurs, parce que vous en avez avec ces 3 prosécuteurs. Voilà. Vous pouvez... Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez que votre Knight Venator il soit accompagné de 6 prosécuteurs et de n'avoir que 3 prosécuteurs avec vos libérateurs et vos judicateurs parce que vous estimez que c'est suffisant, et pas avoir une enclume trop grosse, parce que c'est vrai que c'est quand même des soldes de 40 mm, ou bien vous pouvez mettre, donc voilà, vous choisissez si vous mettez 3 prosécuteurs ou 6 prosécuteurs avec votre Knight Venator, et l'objectif en fait c'est que vous allez avoir 2 marteaux, entre guillemets, qui vont être Vendus Hammerhead et ses Tempestors, et d'autre côté votre sniper avec ses prosécuteurs, et ce sera à vous en fait de voir en fait qu'est-ce qui est le plus optimisé pour taper, et en fait l'objectif ça va être de déloger les unités adverses de leurs objectifs avec ces 2 marteaux, et de vous répandre et de tenir les objectifs avec votre enclume, et vous avez en plus 5 judicators que vous allez faire arriver, s'ils sont là, ces 5 judicators là, vous allez aussi les faire arriver en frappe en profondeur, et mon objectif c'est que ces 5 judicators, et ben, ils vont également devoir tenir un objectif à un moment donné. Donc votre enclume, elle va pas rester inerte sur le champ de bataille, il va falloir qu'elle se déplace, et en fait, un peu comme une vague, et ben, l'objectif c'est que cette enclume, il n'y ait plus de troupes derrière, et l'objectif c'est que les objectifs qui sont pris, et ben, ils restent tenus, donc vous allez pousser l'armée adverse avec. Bon, après, si vous vous retrouvez confronté à une armée qui est beaucoup trop résistante, beaucoup trop tranquille, et ben vous allez vous retrouver en fait à vous taper l'un contre l'autre, et finalement peut-être sans doute à ne pas beaucoup bouger, et même sans doute par perdre, parce que vous avez une armée qui mine de rien n'a pas beaucoup de punch, hein, vous n'avez pas du tout d'impact magique. C'est pour ça qu'en fait dans les options alternatives, je vous propose de remplacer les 2 Tempestors par 5 Evocators à 210 points, et donc ça vous fait une liste à pile de 2000 points, et c'est clair que 5 Evocators, eh bien c'est beaucoup plus fort que 2 Tempestors. Voilà, donc vous perdez le côté première chambre d'assaut en rajoutant 5 évocateurs, en rajoutant une unité sacro-sainte qui elle n'est pas du tout rédempteur, hein, ce ne sont pas des séquitors. Donc on sort du style Hammer of Sigmar, mais vous avez là une armée qui sera clairement beaucoup plus optimisée, beaucoup plus forte. Hein. Les 5 évocateurs, ils atomisent en termes de puissance les 2 Tempestors, ça ne fait aucun doute. Donc voici cette armée de Stankas Eternal, j'ai déjà la voix cassée, c'est super. Je vous propose ici la petite version à 1000 points pour vous permettre, sans doute que là cette version à 1000 points est d'ailleurs beaucoup plus viable que la version à 2000 points. Donc vous allez utiliser l'aile d'avant-garde. Ah oui, je vous rappelle juste que effectivement, Vendus Hammerhead, son aptitude de commandement, c'est de pouvoir rajouter une attaque sur tout
le profil d'arme de votre unité. Donc c'est très pratique de pouvoir le mettre sur des... alors, d'armes au corps à corps, hein. C'est à la phase de combat qu'il le fait. Mais c'est très pratique de le mettre sur des unités montées, hein, pour pouvoir optimiser, parce que d'ailleurs ce sont les dracotes qui cognent fort sur ces unités. Et du coup c'est aussi bien de pouvoir mettre son habitude de commandement sur les dracotes. Ou si vous perdez vos dracotes pour une raison ou pour une autre, et ben allez foutre Vendu Summoren avec vos libérateurs, et là vous allez démultiplier encore une fois la quantité d'attaques possible. Voici donc le format de liste que je vous propose pour 1000 points. Vous utilisez votre aile d'avant-garde, ça vous fait une liste en 3 pauses. Et vous avez une armée en fait à 950 points, avec votre Lord Veritan et votre sniper, donc un prêtre et un sniper. Et vous avez 50 points de bonus en points de commandement. L'intérêt c'est que Lord Veritan, il pourra toujours contrer un sort par tour. Et si jamais il y a plus qu'un sorcier dans l'armée adverse, et ben vous faites confiance à votre sniper pour descendre rapidement le sorcier que vous ne pouvez pas gérer. Et puis du coup vous avez vos 10 libérators, qui sont donc 10 troupes qui sont difficilement gérables en général à 1000 points, qui sont quand même assez tanky. Et vos 5 judicators, donc 5 bons archers, et les 3 prosécuteurs à 1000 points. 2 unités de prosécuteurs tiennent largement un objectif. Bref, voilà, effectivement, sans doute que cette armée, peut-être qu'ils sont plus jouables, plus facilement jouables à 1000 points qu'à 2000 points. Après, le petit souci de cette armée, le petit bémol pour moi, c'est qu'effectivement, l'aptitude des Hammer of Sigmar, c'est de ressusciter votre unité de libérateur, et ça vous coûte, bon, c'est sur un point de commandement, donc 50 points, et en plus, c'est que sur du 5+. Et ça... ça, c'est pas fou. C'est pas comme si on devait vous rameniez une unité d'horreur rose, d'accord? Ce ne sont, entre guillemets, que des libérators. C'est un peu triste de dire ça, de se dire qu'on est à quelques mois de la... On est à quoi? On est à 7 mois de la V3, de Age of Sigmar, et les libérators qui étaient l'unité étalon de la V1, qui est de la présentation d'Age of Sigmar, et aujourd'hui on se dit, ce ne sont que des libérators. Ah non, c'est bon, vous pouvez les ramener sur le champ de bataille, on s'en bat.